Pourquoi les prisonniers n'ont toujours pas été évacués? On n'a aucune nouvelle des camions qui doivent venir les récupérer, mon colonel. Ben trouvez-en d'autres, au lieu d'attendre que ça vous tombe tout cul dans le bec. Oui, mon colonel. Appelez le général Georges à l'état-major. On les a enfoncés, il faut continuer. Le général a donné l'ordre de défendre les positions, mon colonel. Eh bien moi, pour défendre, j'attaque. Si Georges nous obtient un soutien d'aviation et d'infanterie, on peut faire la liaison avec sa 6e armée. Les Boches seront coupés en deux. Mais, mon général, puisque je vous dis qu'il recule, j'ai perdu des blindés, mais il me reste assez pour continuer. Je peux pousser vers Laon et vous rejoindre. Tenter une percée vers Dunkerque. Bien, mon général. À vos ordres, mon général. C'est non. Pas d'infanterie, pas d'aviation. On nous ordonne de camper sur nos positions. Donc d'ici quelques heures, on va se prendre les Panzers en pleine gueule. Allez, con! Vous verrez que pour me calmer, nous ne trouvons rien de mieux que de me refiler 2 étoiles. « 6 juin. Partout, les forces allemandes enfoncent nos lignes et celles de nos alliés. Nos soldats subissent un déluge de feu de l'aviation ennemie très supérieur en nombre. Le corps expéditionnaire anglais, avec les restes de notre première armée, s'est replié sur Dunkerque et tente de rembarquer pour la Grande-Bretagne. 70 000 morts, 180 avions, 75 000 véhicules et près de 500 000 tonnes de navires. Quel effroyable gâchis. Et nous n'avons pas de réserve, pas de relève possible. À l'Est, les nouvelles ne sont pas meilleures. L'offensive de von Rundstedt s'est élargie à la Somme. Les Panzers foncent sur Reims et sur la Marne, comme vous le voyez. C'est pas gagné. Et c'est pas fini. Là-haut, les Boches ont déjà atteint la Bresle au sud du Tréport. Plus près, ils ont pris pied sur les hauteurs qui dominent l'Aisne. Ils massent leurs forces en face de Vitry-le-François, sans compter la demi-douzaine de divisions de Panzers qui piaffent derrière. Comme vous dites, c'est pas gagné. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Reynaud vient de me nommer secrétaire d'État à la guerre. Ça fait donc de moi votre nouveau patron. Que les choses soient bien claires. J'ai besoin de gens décidés à continuer le combat. On ne négocie pas avec les nazis. S'il y en a parmi vous qui ont des doutes, je faciliterai leur mutation. Bien. Tout porte à penser que la bataille de France est perdue. La seule question qui se pose, c'est où et comment continuer la guerre. Le maréchal Pétain veut replier le gouvernement à Bordeaux. Le généralissime Weygand est de son avis. Je ne suis pas d'accord avec cette option. Pour moi, il faut regrouper les forces qui nous restent en Bretagne et replier le gouvernement à Quimper. Si tout lâche, on pourra toujours embarquer pour l'Angleterre et l'Afrique du Nord et continuer la lutte à partir de notre empire. Nous allons travailler ensemble sur cette hypothèse et j'irai à l'état-major l'exposer au général Weygand. Des questions? Très bien. Messieurs, au travail. Où est votre DCA, caporal? Il n'y en a pas, mon général. On a déjà baissé la culotte, Courcelles. Se replier en Bretagne. Vous délirez, mon vieux. Comment voulez-vous regrouper ce qui reste de nos armées et tenir un front sur plus de 200 kilomètres? La défense de Paris va retarder la poussée allemande. Ça nous laissera le temps de nous organiser. Défendre Paris. Réveillez-vous, la guerre est perdue. Un militaire comme vous devrait le comprendre. Les Boches viennent de passer la Somme. Oui, et après? Après, c'est la Seine-et-Marne. Et après? Après, c'est fini. Comment ça, fini? C'est une guerre mondiale, mon général. Elle va continuer avec d'autres moyens, d'autres nations.
Hitler n'arrivera pas à envahir l'Angleterre. Dès qu'il en aura fini avec nous, il s'attaquera à l'Union soviétique. Les États-Unis finiront par entrer dans la danse. Et l'Allemagne sera battue. Baliverne. Moi, je peux vous dire que quand j'aurai été battu, ici, les Anglais n'attendront pas 8 jours pour négocier avec le Reich. Enlevez-moi ça. Chaque jour qui passe n'apporte que des morts et des souffrances inutiles. Nous n'avons plus d'équipement, plus de matériel. Nos soldats se battent à 1 contre 3. Nous perdons plus de 3000 hommes par jour. Je ne fais pas de statistiques, mon général. Une guerre, c'est une guerre. Ah oui? Et les souffrances de la population civile, vous y avez pensé, général? Ce n'est pas le militaire, mais le ministre qui vous dit qu'il faut continuer le combat. Vous me donnez des ordres. Vous. Je n'ai pas le temps de discuter politique avec vous, monsieur le sous-secrétaire d'État. Rentrez dans votre ministère et dites à notre président du Conseil que l'heure n'est plus à la stratégie, mais à la gestion de la catastrophe. J'ai bien l'honneur. Ce vieux cabot nous la joue au sentiment et la réalité est bien difficile à supporter. L'exode des populations civiles sur les routes s'est transformé, après l'effondrement de notre front à l'est et au nord, en un véritable raz-de-marée. Ces malheureux marchent sans savoir où ils vont, traversent des villages en feu, au milieu de cadavres par milliers. L'aviation allemande les mitraille et les bombarde, au mépris des lois de la guerre. Mais capituler devant Hitler, c'est livrer ce même peuple à des souffrances et à des humiliations encore plus atroces, le déshonorant plus. Il faut lutter. Il n'y a pas d'autre recours que la lutte. Allô? Mes respects, monsieur le président. À l'appartement de la présidence. Bien, j'arrive, monsieur le président. Monsieur le Président, je vous en prie. Vous connaissez tout le monde? Monsieur le maréchal. Alors, De Gaulle, vous voilà général. Je ne vous félicite pas. Quelle promotion dans la défaite. La même que pour vous en 14, monsieur le maréchal. Et rappelez-vous, quelques semaines plus tard, nous remportions la victoire de la Marne. Si c'est ce que vous espérez aujourd'hui, vous rêvez, mon pauvre ami. Disons plutôt que je suis résolu à me battre. Bien. Baudouin, mettez-le au parfum. Les Allemands ont traversé la Seine à l'ouest de Paris. Ils sont déjà au nord et à l'est. La capitale sera bientôt encerclée. Il faut évacuer le gouvernement. 2 questions se posent, dans quelle ville et qu'est-ce qu'on fait pour Paris? Il faut défendre la capitale. L'état-major y est hostile. Appelons de l'âtre. Il saura se battre, lui. Vous êtes un enfant. Est-ce que vous mesurez les souffrances que vous allez faire subir à la population? Paris sera transformé en champ de ruines. Et en cimetière. Ah. Tu ne dors pas? Comment veux-tu? Messieurs, monsieur le maréchal. Mes hommages, madame. Colonel, général, j'ai vu votre photo dans le journal, vous étiez en première page. Bravo. Tu me sers quelque chose à boire, s'il te plaît? Je vais me mettre dans un coin, je ferai toute péter. Ne prenez pas cet air étonné, général. Le sort de la France concerne autant les hommes que les femmes. Hélène est pleine de bon sens, vous verrez. Merci, mon chéri. À votre santé, messieurs. À la France. Et surtout à la fin de toutes ces horreurs. Marjorie, votre avis sur ce que propose De Gaulle? Je le partage. Il faut défendre Paris et continuer à se battre. C'est de la folie. Défendre Paris, quelle drôle d'idée. Les Parisiens sur des barricades. La comtesse a raison. Si nous laissons le peuple prendre les armes, les communistes risquent de s'emparer du pouvoir. Et Hitler les laissera faire, il en est capable. Il est allié à Staline. Ne l'oubliez pas. Dans tous les cas de figure, le gouvernement ne peut pas rester à Paris. Il faut trouver une solution. Déclarer Paris ville ouverte et fuir à Bordeaux, c'est accepter d'avance l'idée de la défaite en laissant le champ libre à l'armée allemande. Mais pourquoi êtes-vous opposé à Bordeaux? Bordeaux est indéfendable. Vous n'allez pas encore nous chanter votre refrain du réduit breton, ça ne tient pas debout. Un repli en Bretagne n'est viable que si Churchill nous appuie de son aviation et nous renvoie les unités qu'il a rapatriées à Dunkerque.
Après tout, si De Gaulle y croit, qu'il aille donc poser directement la question à Churchill. On vous souhaite bien du plaisir, monsieur le sous-secrétaire. Messieurs. Voyez le côté positif, mon général. Si Reynaud vous envoie sonder les Anglais, c'est qu'il est prêt à envisager votre solution. Ce qui m'inquiète, c'est que la proposition vienne de Pétain. Le vieux singe cherche à me marronner. Il m'éloigne de Paris pour mieux circonvenir Reynaud. Churchill va-t-il nous aider? En a-t-il les moyens? La Grande-Bretagne doit faire face au retour des 350 000 soldats britanniques et français réembarqués à Dunkerque. S'y ajoutent 200 000 réfugiés en provenance des pays envahis par l'armée allemande. À Londres, la population et les militaires multiplient la construction d'abris anti-aériens et les civils se plient aux exercices d'alerte avec le flegme qu'on leur connaît. Je n'ai encore jamais rencontré ce Churchill. On le dit intelligent, manipulateur et imprévisible. Et en plus, c'est un Anglais. Comme dirait Courcelles, c'est pas gagné. Le connétable de France. Vous trouvez que je ressemble à Du Guesclin? Hein? Ah non, l'autre. Le duc de Montmorency. Vous avez un long nez comme lui, you know. C'est un signe de puissance, vous savez. Il me manque la collerette. Perhaps. Soyez assuré, monsieur le Premier ministre, qu'il y a au gouvernement français et dans son armée des hommes qui veulent se battre. J'en fais partie. Nous sommes prêts à continuer le combat à Paris et sur tous les fronts. Monsieur le Premier ministre, la France a besoin de votre infanterie et de votre aviation. Si vous acceptez de jeter toutes vos forces dans la bataille, la situation peut encore être sauvée. L'aviation, impossible. J'aurai très besoin d'elle pour répondre à l'attaque que M. Hitler va bientôt lancer sur nos têtes. Mais pour les régiments britanniques, je suis d'accord. J'envoie, dès que je peux, tout de suite une division qui est prête. Pour le reste, le fin de juin, c'est possible. L'armée française ne pourra pas tenir seule jusque-là. Vous me surprenez, général. L'armée française est la plus puissante d'Europe. Sur le papier, oui. Je ne peux pas plus vite. Toute l'Angleterre travaille. Les hommes, les femmes, les enfants. Mais il faut le temps pour fabriquer des armes. Nos régiments sont revenus de France complètement nus. Plus de mitrailleuses, plus de canons, plus rien. Il faut tenir, de Gaulle. Tenir, absolument. Il y a un autre problème. Lord Halifax, could you tell him about it? Notre plus grande crainte, général, est que la flotte française passe aux mains des Allemands si le gouvernement français demande un armistice. Marjorie? L'amiral Darlan qui commande notre flotte est un féodal. La flotte est son fief. Il ne la cédera jamais aux Allemands. Je fais partie du gouvernement, monsieur le Premier ministre. Darlan est un militaire. Les militaires doivent se plier aux ordres du gouvernement.
Bonne idée, ça. J'ai le même problème ici. Very well, gentlemen. Je vais dire à Roosevelt qu'il y a en France un splendide jeune général prêt à se battre jusqu'au bout. O God of battles, steel my soldiers' hearts. Possess them not with fear. Take from them now the sense of reckoning, if the opposed numbers pluck their hearts from them. Enlève à nos soldats le pouvoir de compter pour que leur cœur n'ait pas peur du nombre de l'adversaire. Shakespeare, sans doute. Henry V, oui. Bravo, Mr. de Margerie. Of the two of us, he seems the more English and I the more French, wouldn't you say? Il dit que de vous deux, c'est vous qui avez l'air de l'anglais et lui plutôt du français. Que pensez-vous de Churchill? Croyez vraiment qu'on peut lui faire confiance? Je peux vous donner au moins 3 raisons à cela. La première, c'est que nous n'avons pas vraiment le choix puisque c'est le seul soutien que nous ayons. Et les deux autres? La première raison enlève tout intérêt aux deux autres. La situation est dramatique. Il y a 6 à 8 millions de personnes sur les routes, sans cesse bombardées par l'aviation allemande. Les hôpitaux sont débordés. Les pompiers, pas assez nombreux pour arrêter les incendies. La police et la gendarmerie ne peuvent plus rien faire contre les exactions et les pillages. Pendant ce temps-là, les rats quittent le navire. Monsieur le Président, pourquoi cette débandade? Les Allemands sont aux portes de la capitale, il faut partir. Et qu'avez-vous décidé? Évacuation du gouvernement en Touraine. Première étape avant Bordeaux, je suppose. Arrêtez avec ça, je n'ai pas encore pris de décision. Si vous regardez une carte, Tours est à mi-chemin de Bordeaux et de Quimper. Et pour la défense de la capitale, qu'avez-vous décidé? Je n'ai pas encore pris ma décision. Laissez-moi passer, voyons. Monsieur le Président. Qu'est-ce qui se passe, Végan? Monsieur le Président, tout s'effondre. Nos lignes craquent l'une après l'autre. Et le massacre de nos troupes devient insupportable. Je vous prie instamment de signer cette demande d'armistice que le maréchal Pétain et moi-même avons préparée. Un armistice est inacceptable, Monsieur le Président. Vous êtes revenu, vous. Alors Churchill, il nous les envoie à ses régiments? Il peut nous envoyer pour l'instant qu'une division. Les autres seront opérationnels à partir du 25. Pourquoi pas, à Noël. Et qu'est-ce qu'on fait d'ici là? On tient. Avec quoi? Et ces avions, qu'est-ce qu'il en fait? Il les garde. C'est sa dernière défense. Parbleu. À sa place, nous en ferions autant. Bon, alors vous proposez quoi, maintenant? Le gouvernement ne propose pas, il donne des ordres. Déchirez ce papier, Monsieur le Président, et ordonnez la défense de la capitale. Non, mais c'est de la connerie! Enfin, vous n'allez quand même pas l'écouter. Incroyable. Vous ne pouvez pas laisser passer ça, Monsieur le Président, il faut le dégager. Impossible pour le moment, les Français ont encore confiance en lui. C'est un drapeau, là. Un drapeau en berne, oui. Tous les ministères ont commencé à se replier, nous partirons les derniers ce soir, vous nous accompagnerez. Bien, Monsieur le Président. « 10 juin. L'Italie vient de nous déclarer la guerre par la voix de Mussolini. Sur le front des Alpes, nous n'avons que 150 000 soldats à opposer aux 500 000 soldats italiens
La France reste aujourd'hui la seule puissance continentale à résister à l'armée allemande. C'est bouché, là. Faut passer par là. Sur les routes, des millions de réfugiés s'entassent dans un chaos sans précédent. Les civils se mêlent à présent à des détachements de soldats errants et à une foule de prisonniers désarmés renvoyés par l'adversaire sans leurs officiers. Monsieur le Président, n'ouvrez pas. On est avec vous, Monsieur le Président. Et les gauchistes n'auront pas, Monsieur le Président. L'armée. Dommage que Weygand n'entende pas ça. Vous constaterez, Monsieur le Président, que je ne suis pas le seul à vouloir défendre Paris. C'est facile pour eux, puisqu'ils n'y sont plus. Hélène est bien arrivée? Oui, vers minuit. Elle doit être en train de dormir. Nous attendons l'arrivée de Winston Churchill et de la délégation anglaise d'un moment à l'autre. Churchill? Comment ça, Churchill? Je croyais que vous étiez au courant. Le général Weygand lui a demandé de venir en urgence. C'est insensé, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Se prendre pour le chef du gouvernement, mon parole? Non, Monsieur le Président. Il souhaite juste évoquer avec les Anglais la possibilité de signer un armistice séparé. Rien que ça. Et sans m'en parler. Vous ne pouvez pas me prévenir, Baudouin? Vous me prenez pour une potiche ou quoi? Je suis désolé, je croyais que vous étiez au courant. Vous l'avez dit, ils veulent vous forcer à prendre position pour l'armistice. Ça ne se passera pas comme ça, là-bas. I hate to say this, mais il le faut. Nous avons signé un accord le 28 mars. Aucun de nos deux pays peut traiter un armistice séparé avec l'ennemi. Alors qu'est-ce que vous proposez dans ces conditions? Mais il faut tenir. Tenir. Continuer à se battre partout. Partout. Ralentir la progression du gangster et ses... Panzers. Yes, that's it. Damned panzers. Arrêtez ça. Démolir ça. Quand ça c'est fait, moi j'arrive avec des régiments tout neufs. Toutes nos lignes sont enfoncées. Nos soldats sont épuisés. Ils combattent toute la journée et se replient sur de nouvelles positions pendant la nuit. Ils s'endorment dès qu'ils s'arrêtent. Il faut les secouer pour qu'ils repartent au feu. C'est la dislocation totale. La Grande-Bretagne fabrique des armes aussi vite qu'elle peut. Dès qu'elle est prête, elle vient. I assure you. Dans combien de temps? 1 ou 2 semaines. Alors ce sera trop tard. Nous serons tous morts. Monsieur le maréchal, pendant la dernière guerre, nous avons été very close, tout près du catastrophe. Oui. Et en 1918, l'armée française a soutenu l'armée anglaise autant qu'elle a pu. Aujourd'hui, c'est la France qui demande de l'aide à l'Angleterre. Comment pouvez-vous la lui refuser?
Eh bien, si vous défendez Paris, j'ai assez de temps pour arriver avec mes divisions équipées. Transformer Paris en ruine ne changera rien à l'issue de la bataille. La destruction d'une ville est une affreuse chose, n'est-ce pas, maréchal? Mais l'offrir dans la bouche de l'ennemi est pire. Que deviendra votre Paris in the stinking craw of the Nazi? Et puis, si vous signez un armistice avec Herr Hitler, l'Angleterre sera votre ennemi. Elle sera obligée de vous bombarder, de faire le blocus avec ses bateaux, d'affamer votre population. Awful picture, isn't it? Horrible. De Gaulle, votre opinion? Je suis d'accord avec Monsieur le Premier ministre. Il faut défendre Paris rue par rue, maison par maison. On ne peut pas négocier avec Hitler. Bravo, général. La décision que vous me demandez de prendre est terrible. J'ai besoin d'y réfléchir avec mes collaborateurs. Je comprends, Monsieur le Président. Je vais faire la pause un peu avec le mien. In the garden. Qu'est-ce que vous pensez de Churchill? On peut compter sur lui? Bien sûr, Monsieur le Président. Il aime la France et déteste Hitler. Les Anglais reviennent, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ne vous laissez pas dicter l'armistice par les militaires. C'est un militaire qui vous le dit. La seule décision qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de défendre ou non Paris. Monsieur le Premier ministre, j'ai besoin d'assurances plus précises concernant l'engagement de votre pays. La résolution d'Angleterre ne change pas. Elle ne changera jamais. We shall never surrender. C'est la victoire ou la mort. Facile à dire, quand votre pays n'a pas encore reçu une seule bombe. Oh, ne soyez pas trop impatient, monsieur le maréchal. Mais soyez sûr que l'Angleterre est prête à supporter les mêmes souffrances que la France. Mes amis, nous mettrons l'Allemagne à genoux ensemble. Caput, monsieur Hitler. Colonel. Votre attention, messieurs, je vous prie. Die militärisch wichtigen Ziele der stark verteidigten Stadt Rotterdam werden mit Bomben belegt. Ein großer Transporter steht in Flammen. Das Einsatzziel ist erreicht. Absprung über Rotterdam. Unter dem Einsatz modernster Waffen bricht die Verteidigung von Rotterdam zusammen. Voilà ce que Hitler vient de faire de Rotterdam, comme il l'a fait de Varsovie. La même froide détermination. Rien ne l'arrête. Et voilà ce qui attend Paris. S'il essaie de faire ça chez nous, c'est une bonne idée. Je tire sur ces avions. Je coule ces bateaux dans le Channel. Et s'il reste encore des Allemands sur la plage, je les tape comme ça sur leur tête pour les faire rentrer dans le sable. J'apprécie d'avance vos futurs exploits, monsieur le Premier ministre. Mais d'ici là, l'Angleterre ne peut imposer à la France de subir sans réagir le massacre de ses armées et de sa population civile. L'accord du 28 mars me paraît donc caduc et la France
se réserve le droit de négocier seul un armistice. Je rappelle à messieurs les militaires que la décision concernant l'opportunité de continuer la guerre est de la responsabilité exclusive du gouvernement. La question d'une demande d'armistice séparé n'est pas à l'ordre du jour. La discussion sur ce sujet est close. « 10 juin. Le gouvernement déclare Paris ville ouverte. 14 juin. Les troupes allemandes font leur entrée dans la capitale. Ils défilent sur les Champs-Élysées et prennent possession de nos monuments les plus symboliques. Les Parisiens commencent à fuir la ville pour rejoindre le flot des réfugiés. Ce même jour, notre gouvernement, toujours en contradiction avec les projets défensifs que j'avais proposés, a quitté Tours pour Bordeaux. Laissez-nous seuls. Alors nous avons décidé d'abandonner votre plan de résistance pour la Bretagne. Il nous paraît trop aléatoire. Mais nous n'abandonnons pas l'idée de continuer la lutte dans l'Empire. Bordeaux est adossé à l'Atlantique. Nous pouvons parfaitement y faire embarquer nos troupes pour l'Afrique du Nord, aussi bien qu'à Brest ou à Lorient. Dans ce cas, il faut que le gouvernement gagne Alger au plus vite. Y êtes-vous décidé, oui ou non? Signez-moi un ordre de mission me chargeant d'organiser le transport de nos troupes en Afrique du Nord. Bien. Vous allez partir immédiatement pour Londres et vous verrez avec Churchill quel concours les Anglais peuvent apporter au transport de nos troupes en Afrique du Nord. Ça vous va comme ça? Oui, Monsieur le Président. Mais il faudra que je donne l'assurance à Churchill que l'amiral Darlan engagera bien notre flotte dans ce combat. C'est le chef du gouvernement qui donne des ordres à la flotte, pas son amiral. C'est l'évidence. Bien, Monsieur le Président. Dites-moi, Mandel. Cette fois, je crois bien que c'est gagné, mon petit vieux. On mange un morceau et on file. Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Celui-là, dès qu'on l'aura viré du gouvernement, il va comprendre de quel bois je me chauffe. Impossible de trouver un avion pour nous emmener à Londres. On dirait qu'on a passé des ordres. Le vieux a dû nous cerner la planche. Nous sommes avec vous. L'avion, on s'en fout. On partira en voiture après le dîner et on trouvera bien un bateau en Bretagne pour passer en Angleterre. Eh oui, on nous a collés près des chiottes. Mais profitez du bon côté de la chose, Courcelles. Parce qu'il y en a un? On ne pourra pas descendre beaucoup plus bas. Et quand on y sera, tac, un bon coup de pied et on remonte. Ah, bordel, hein, décidément. Désolé, Courcelles, excusez-moi. Ça va, Courcelles?
je fasse un petit détour avant de rejoindre Brest. Vous voulez bien prendre le volant? J'en ai plein les pattes. Très bien. On n'aura pas pour très longtemps. Elisabeth! Lieutenant Courcelles, mon fils Philippe. Lieutenant. Bonjour, Elisabeth. Oh, mais qui voilà! Ma chérie. Viens. Oh. Bonjour. Bonjour. J'imagine que vous ne restez pas très longtemps. Oh, malheureusement, non. Alors, vous avez des amis ici? Oui, deux amies, Laure et Louise. Très bien. Les voisines. Vous avez bien reçu les livres que je vous ai envoyés? Oui, j'allais justement vous écrire pour vous remercier. Ne les égarez pas, je les tiens de papa, hein? Bien sûr. Je crois qu'Anne a très envie de te montrer sa chambre. J'arrive, ma chérie. Oui. Je vais d'abord parler un petit peu avec maman. Oui. À tout de suite. Vous n'avez pas eu trop de mal à arriver jusqu'à nous? La situation est plus catastrophique que ce qu'en rapportent les journaux ou la radio. C'est une débâcle, comme notre pays n'en a jamais connu. Ah oui. J'en ai eu le sentiment par vos lettres. Je dois partir pour Londres. Il faudra peut-être continuer le combat en Afrique. Je serai loin. Vous allez être seul avec les enfants. Ne vous inquiétez pas. Même ici, vous ne serez bientôt plus en sûreté. Je vais prendre des dispositions pour que vous quittiez la France dès que possible. Il se pourrait que les Allemands se servent de vous pour m'obliger à me rendre. Ne t'inquiète pas. Je vais me débrouiller. J'ai confiance dans ta force. Ma chérie, sans toi, rien ne serait possible. Here we are, sir. This is your room. It's our largest one. It has a bath. We also have another room across the way with a shower. Dis qu'il y a une baignoire dans celle-là, l'autre n'a qu'une douche. Je préfère les douches de toute façon. Ça tombe bien alors. Bonne nuit, Courcelles. Oh, well, thank you very much, sir. Good night. Good night. Courcelles, c'est dans les baignoires qu'on réfléchit le mieux. La Grande-Bretagne me paraît désormais notre seul recours et notre seul appui. Churchill a fait rapatrier sur son sol tous les appareils et les pilotes de la Royal Air Force engagés sur le continent. Il pressent que la bataille décisive contre les nazis aura lieu dans le ciel, et je le crois aussi. Des batteries antiaériennes sont déployées et renforcées autour des points névralgiques du pays. Churchill galvanise sa population par des discours pour une guerre totale et sans merci. En voilà un qui sait donner du courage à son peuple. Mon général? Mon général? Qu'est-ce que c'est? C'est Jean Monnet, mon général. Je suis en compagnie de l'ambassadeur de France, Charles Corbin. Une fusion de l'Angleterre et de la France en un seul État. Eh bien, vous ne doutez de rien. Et ça s'appellerait comment, votre machin? L'Union franco-britannique, mon général. L'Union franco-britannique. C'est pas un nom d'État, ça, monsieur Monnet. Ça irait peut-être pour un club de football ou de bridge ou une association de pétanque, mais pas pour une nation.
Le nom, nous aurons toujours le temps d'en trouver un. Ce qui compte, c'est de créer l'entité. Ça se présenterait comment, ce bazar? Eh bien, il n'y aurait qu'une seule sorte de citoyen. Les deux institutions se fondraient ensemble. Les armées aussi. Et le commandement militaire serait unique. Si la France et l'Angleterre ne constituent plus qu'un seul État, cela met fin à toute idée d'armistice séparé. Bien sûr, oui. Mais, monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que toutes nos traditions, notre histoire, sans parler de nos deux régimes, une royauté, une république... Sans doute, mon général, mais c'est certainement la dernière chance de permettre au chef du gouvernement de comment dire... d'arracher légalement les sceaux de la République au sol de la patrie occupée. L'Union franco-britannique. That's a bit much. C'est un gros morceau, don't you think? Un seul pays, you and I. Nous n'aurons pas assez de toute notre vie pour réussir. C'est justement l'intérêt de ce projet, puisqu'il est impossible. Que voulez-vous dire, de Gaulle? Ce qui compte, c'est l'effet immédiat de cette annonce. Il faut maintenir notre alliance, c'est le plus important. Cette union la scellera. Vous en avez parlé avec Renault? Ce matin, au téléphone. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Vous en avez parlé avec Churchill? All in all, I think it's a very, very good idea. Mes amis, je vais défendre cette idée devant mon cabinet. Il y a une chance. Un petit chance, mais une chance. Fumer aide la concentration, n'est-ce pas? Ma femme me dit que je fume trop, ne le croyez pas. C'est comme le whisky. Très bon pour le cerveau. Ah, there you are, old boy. Thank you. C'est OK, de Gaulle. Tout est all right. Le cabinet a donné l'accord. Vous n'êtes plus un Français. Je ne suis plus un Anglais. Nous sommes des... How do you say? Des unionistes. Et nos bateaux, pour évacuer votre armée, Ah non, excusez-moi. Notre armée, je vous les donne. Et puisqu'il y aura un seul commandement, je vous nomme commandant en chef. Maintenant, il faut annoncer la bonne nouvelle à l'ami Renault. Absolument, Monsieur le Président. Un texte est déjà prêt. Je vous le lis. Désormais, la France et la Grande-Bretagne ne constitueront plus deux nations distinctes, mais une seule nation, qui sera l'Union franco-britannique indissoluble. Non, Monsieur le Président. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Premier ministre britannique. Il est à côté de moi, je vous le passe. Alors, Renault, de Gaulle a raison. Mon cabinet a donné l'accord. Un seul pays, oui. Il faut tenir. Oui. Bien, Monsieur le Président. Passez-le-moi alors, je veux lui dicter le texte. Désormais, la France et la Grande-Bretagne ne constituent plus deux nations distinctes, mais une seule nation, qui sera l'Union franco-britannique indissoluble. Indissoluble. Renault va réunir d'urgence le Conseil des ministres pour défendre le projet. Renault est un homme triste. Il a mauvaise morale. Il manque de soutien. He should avoid bad company. Il devrait éviter les mauvaises fréquentations. Je crains qu'il n'en abuse. De jour comme de nuit. Vous devez rentrer très vite à Bordeaux pour le retirer de son lit. Cette femme est un danger. Il n'y a aucun moyen de rentrer rapidement. Pas de problème, je vous donne mon avion. Et mon pilote aussi. C'est le meilleur, le best.
A hero. Gardez-les jusque demain. On ne sait jamais. Qu'est-ce qui se passe? Le Conseil des ministres a repoussé le projet d'union. Reynaud a démissionné. Ah, les cons! Et qui est nommé à sa place? Pétain. Et c'est Reynaud lui-même qui l'a suggéré. Reynaud? Il a dit au président de la République, si c'est un armistice que vous souhaitez, prenez Pétain pour mener cette politique, pas moi. Et Pétain a eu ce mot charmant pour les Anglais, on ne se marie pas avec un cadavre. L'hôpital qui se fout de la charité. Sans parler des... La France ne va pas se transformer en dominion britannique, autant devenir une province nazie. Au moins on saura ce qui nous attend. Et Mandel? Il s'est battu autant qu'il a pu. Reynaud a défendu le projet, mais sans conviction. On avait l'impression qu'il avait déjà décidé de passer la main. Reynaud se croit dans une simple crise ministérielle. Il pense que Pétain ne pourra pas accepter les conditions d'Hitler et qu'il démissionnera. Encore faut-il qu'il arrive à former un gouvernement. Vous faites pas d'illusions, mon petit vieux. Il a sûrement préparé son coup depuis longtemps. Et les mange-merdes, c'est pas ça qui manque. Ah, De Gaulle. Pétain a formé son gouvernement. Eh ben, ça n'aura pas traîné. Il avait sa liste dans la poche, le vieux crabe. Végan est sur sa liste. Ministre de la Défense. Et moi, je suis viré, j'imagine. Comme moi. Comme ça, c'est complet. Non, pas tout à fait. Il vient de demander officiellement à Hitler ses conditions d'armistice. Il est en train de préparer un discours pour l'annoncer aux Français. Churchill est au courant? Bien sûr que non. Reynaud est encore là? Et puis ses bagages. Méfiez-vous, De Gaulle. Le bruit court que le maréchal veut faire arrêter tous ses opposants. Merci, Mandel. De Gaulle! Voilà. Il manquait plus que vous. Tout ça, c'est de votre faute, hein. Paul aurait dû changer de politique, pas démissionner. De quoi parlez-vous, madame? J'avais dit de pas vous écouter avec votre projet d'union. C'était stupide. Ils sont déjà tous à moitié morts, vos Anglais. Les militaires ne devraient jamais se mêler de politique. Dites plutôt ça au maréchal et à Végan. Madame... Rien n'est encore perdu. Vous pouvez former un gouvernement d'opposition et continuer la lutte de l'extérieur avec le soutien de Londres. Il faut laisser Pétain échouer. Il démissionnera et c'est à ce moment-là que tout redeviendra possible. Vous vous trompez, monsieur le président. Nous ne sommes déjà plus en République. Pétain n'abandonnera pas le pouvoir. Il faut tout de suite partir pour Londres avec ceux qui vous sont fidèles, comme monsieur Mandel et moi, et lancer un appel à la résistance. La vérité est que je n'en ai plus la force. Je suis épuisé, De Gaulle. Un autre doit le faire à votre place, alors. Je le soutiendrai, autant que je pourrai. Je dispose encore des fonds secrets jusqu'à la passation des pouvoirs. Je peux en débloquer une partie pour permettre de lancer une action. Monsieur le Président, l'envoyé permanent du gouvernement anglais demande à être reçu. Faites-le entrer. Monsieur, ma mission auprès de votre gouvernement n'a plus raison d'être. Sir Winston Churchill me demande de rentrer à Londres dès que possible. Si vous permettez, Général, j'utiliserai l'avion qui vous a prêté. Et quand comptez-vous partir? Demain matin. De Gaulle, vous accompagnerez le général Spears à l'aéroport. Messieurs.
merci. Je voudrais manger un petit morceau. Impossible, mon général. Les cuisines sont fermées. Le chef est parti se coucher depuis longtemps. Il doit bien rester quelque chose. Je me débrouillerai avec ce que vous trouverez. Non, le chef emporte toujours les clés des armoires frigorifiques. Eh bien, réveillez-le. Quoi, à la fin? Il n'a pas le téléphone. Bah écoutez, mon petit Pierre, vous allez vite me donner quelque chose à bouffer. Je vais voir si je peux réveiller le directeur. Voilà, c'est ça. Sinon, j'irai le tirer moi-même de son plumard à un grand coup de pompe dans le cul. Oh. Qu'est-ce que c'est? Votre repas, mon général. Entrez. Je ne sais quelle décision prendre. Quelle décision, mon petit? Dois-je obéir aux ordres, même si je pense qu'ils ne sont pas justes? Tu es un soldat? C'est ce qu'un soldat est censé faire. Tu avais, 12-13 ans. Tu étais convaincu que tu sauverais la France si elle était menacée. Tu te voyais même déjà au général, à la tête de 200 000 hommes, terrassant l'ennemi, sauvant la patrie. Tu alignais tes petits soldats de plomb, là, bien en rang. Oui. Mais tout était plus simple alors. Un enfant ne voit pas de conflit entre le droit et le devoir. C'est le devoir qui crée le droit, et non le droit qui crée le devoir. Mon petit, tu as toujours su très bien tracer ta propre voie. Je suis sûre que tu feras ce qu'il faut. Papier, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Faut y aller. Adieu, De Gaulle, et bonne chance. Bon voyage. Arrêtez-vous là, Courcelles. Well done. Bien joué, général. Avouez que vous auriez préféré ramener un plus gros poisson à Londres. Je ne l'ai pas trouvé. Quand Renaud a refusé de partir, j'ai proposé à Georges Mandel de venir. Il a refusé lui aussi. Il est pourtant décidé à continuer le combat. Il est juif. Il a craint que son départ soit interprété comme une fuite due à la panique. On va enfin pouvoir s'y mettre.
Je regrouperai autour de moi ceux qui veulent se battre. Et il y en a. Je suis très heureux que vous m'ayez permis de vous accompagner. Et je vous en remercie. Nous ferons tout pour vous aider. Churchill ne cédera jamais. There's a spit coming out of the cloud. Gentlemen, you better hang on. Stroke of luck. Either the Hun is half blind or he's just plain daft. Il dit que le Boche a dû être borgne. On va pas s'en plaindre. Ça aurait tout de même été dommage que tout finisse avant d'avoir commencé. Désormais, l'avenir de la France va se jouer ici. Les Anglais continuent de déployer des ballons captifs au-dessus de Londres en prévision de l'attaque aérienne imminente de la Luftwaffe. Ils sont reliés au sol par des filets métalliques de façon à rendre difficile le survol de la capitale. Churchill poursuit ses démarches auprès du président Roosevelt pour qu'il s'engage dans le conflit. Mais la vérité, c'est que le grand cousin américain n'est pas prêt à envoyer ses hommes mourir pour la vieille Europe. Churchill est seul. Bien seul. Je suis venu seul avec mon officier d'ordonnance. Eh bien, nous vous accueillerons seul avec votre officier d'ordonnance. Le maréchal a fait un discours à la radio à 12h30. Vous avez entendu? Et non, nous étions dans l'avion. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Ah, quel cadeau! Le corps d'un vieillard de 89 ans. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Il faut répondre. Très vite. Montrer que notre voie est possible. Donnez-moi l'autorisation de parler à la BBC dès ce soir. Je voudrais m'adresser aux Français. What do you think, Lord Halifax? Que comptez-vous dire exactement? Que si leur gouvernement a failli, notre force de résistance reste grande, que nous avons des alliés, un empire, une flotte. Je leur lancerai un appel à me rejoindre et à se mettre sous mes ordres pour continuer la lutte partout où cela sera possible. Je crois qu'il faut attendre un peu avant de parler. Attendre? Attendre quoi? Mr. Hitler n'a pas encore posé ses conditions. Tant que le maréchal n'aura pas répondu, l'alliance militaire entre nos deux pays continue. Vous rêvez, le maréchal Pétain a basculé déjà dans le camp de la défaite. Je ne suis pas de cet avis. Vous allez créer des divisions inutiles si vous lancez votre appel maintenant. Il sera perçu comme un acte d'hostilité de notre part à l'égard de votre gouvernement. Et le maréchal peut en tirer prétexte pour rompre l'alliance avec nous. Désolé, de Gaulle, mais je suis d'accord avec Lord Halifax. Pas d'impatience, dear fellow. De toute façon, you are the man of destiny at the hour of reckoning. Vous êtes l'homme du destin en cette heure cruciale. Encore du Shakespeare? Non. Churchill.
êtes sûr que c'est le bon étage? Oui. Shall I try? Il n'y a pas d'électricité. I'm sorry, how can I put the electricity on, please? Let me see. I'll have a look in the kitchen. I found it. But you need to put a shilling in to make it work. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? C'est un compteur à pièces, il faut mettre un shilling. Vous les avez? Non, j'ai que de l'argent français. I've got one. Thank you, sir. Bon. Bon. Je prendrai le canapé, mon général. Vous en serez remercié, mon petit vieux. Vous voyez, Courcelles, on croit qu'on est au fond du trou, mais pas du tout. Si on remue un peu, on peut creuser encore plus profond. Allons, mon général. Vous avez quand même obtenu leur accord de principe. Parler à la BBC, oui. Mais quand? Et qu'est-ce qu'on me laissera dire? Alors, Courcelles, à leurs yeux, je ne suis rien du tout. Un petit général de brigade. Personne ne me connaît. Churchill vous soutient, lui, au moins. Bon, peut-être, oui. À moins qu'il ne m'ait lancé une savonnette. De toute façon, il n'a pas les mains libres. Et puis, c'est un politique. Les politiques, c'est comme les girouettes, ça change avec le vent. Bon, est-ce qu'il y a de quoi nous préparer un casse-croûte, au moins? Non, c'est vide. Par un paquet de sucre et un autre de thé, je ne vois rien. Bon, vous allez bien nous trouver quelque chose. Tenez, Courcelles. Vous oubliez pas le café, hein? Je m'en occupe. Ne tardez pas trop, votre dîner chez Monsieur Monet est à 18h. Quelle foutue manie de dîner en plein après-midi. Eh ben, c'est jour de fête, on dirait, mon petit vieux. Hein? À la guerre comme à la guerre, mon général. Alors, ce dîner? Ah, une épreuve plutôt qu'un dîner. Les invités british de Monet m'ont clairement pris pour un fumiste. Vous savez ce que m'a dit Monet avant de partir? Je vous écoute. Vous êtes bien conscient que vous placer comme vous le faites en dehors du gouvernement légal sera jugé comme un acte de désertion. Textuel. Et qu'avez-vous répondu? Oh, j'ai fanfaronné, j'ai dit... Eh oui, monsieur Monet, c'est un coup à finir avec 12 balles dans la peau. Allez. Au lit. Tomorrow is another day, comme ils disent. Bonne nuit, mon général. Bonne nuit. Au fait, j'aurais besoin de quelqu'un qui sache taper à la machine pour demain. J'ai une amie qui pourra faire ça. Très bien. Ah, ça donne envie, hein? Bon courage, mon petit vieux. Je vous remercie. Vous y aller, Courcelles. On me fait bien un café. Bon, lisez-moi le début, s'il vous plaît.
Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, a décidé de capituler. Capituler, c'est trop prématuré pour ce soir. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi, etc., etc., etc. Pour moi, ça va. Mais mon opinion ne sera pas suffisante. Churchill sera d'accord avec nous, mais... Mais il y a aussi Lord Halifax. Vous savez, Lord Halifax a perdu son bras pendant la dernière guerre en se battant à côté de Pétain et de Weygand. Il a du respect pour eux. Et moi aussi, j'ai du respect pour l'homme qui a été Pétain, mais cet homme-là est mort depuis 1926. Pourquoi 26? C'est l'année où il a accepté la construction de la ligne Maginot et refusé d'équiper notre armée en chars de combat. C'est à cause de cette infériorité mécanique que nous avons perdu la bataille de France. En tous les cas, Halifax demande que votre papier lui soit communiqué. Pour me censurer, je suppose. Et Churchill sera là, au moins. Non, malheureusement. Il a un discours très important à préparer pour la Chambre des communes. Il me laisse tomber, en somme. Vous savez bien que vous avez toute sa confiance. Général, le cabinet n'est toujours pas d'accord pour que vous parliez, sans que l'on sache si le gouvernement français accepte ou non les conditions de Hitler. Je dois parler au plus vite. Il faut qu'une alternative soit offerte au peuple français avant que Pétain prenne sa décision. Cela pourrait même infléchir son attitude. Si je ne parle qu'après qu'il ait accepté la défaite, j'aurai beaucoup plus de mal à me faire entendre. Oui, je ne vois que Churchill qui puisse vous permettre de parler ce soir. Eh bien, allons le trouver. Oui, il a passé toute la journée à préparer son discours. Là, il fait la sieste. On le réveillera. Oui, mais c'est délicat. Vous voyez, il fait la sieste. Oui, nous ne pouvons pas arriver comme cela sans... Il fait la sieste, on le réveillera de sa sieste. Vous ne reposez jamais, de Gaulle. Désolé, monsieur le Premier ministre, mais il faut absolument que je vous lise le texte de mon appel. J'ai pas besoin, je connais tout ça. Lord Halifax vous en a déjà parlé. J'ai pas besoin de l'avis de Lord Halifax. Je sais tout ça parce que je sais qui vous êtes. Ça vous plaît, mon bouquet? J'ignorais que vous aviez aussi un talent pour la peinture. C'est très réussi. Belle pivoine. Roses, aren't they, Prime Minister? Bien sûr, ce sont des roses. Des roses, oui, bien sûr. Il faut faire un hobby, de Gaulle. Tout le monde doit faire un hobby s'il veut renouveler ces petites cellules grises-là. Pour être en bonne santé, il faut le changement dans la tête, surtout pour les hommes comme nous. Moi, c'est la peinture. What about you, Spears? Chess, chiefly, sir. Women from time to time. Vous avez quel âge? Bientôt 50. Après 50, il faut faire la sieste tous les jours. Sinon, vous ne tiendrez pas toute une guerre comme ça. Oh, c'est mauvais, 50, you know. On est toujours fatigué. Il faut surveiller le sang, le sucre, la graisse. Hein? On a toujours des ennuis avec ça. Sorry, mais je dois d'abord faire le pipi. Belle nature.
Je dois dire mon discours à la radio après la Chambre des communes. Je l'appelle le discours de la plus belle heure. La plus belle heure, c'est quand je tape sur la crâne de Monsieur Hitler comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et après, je vais finir comme ça, avec le pied. Pourquoi vous êtes si pressé de parler? Vous pouvez parler demain ou même après-demain. Justement, non. Si je parle après que Pétain a capitulé, on ne m'écoutera plus. Je suis d'accord avec De Gaulle. Bon. Eh bien, vous parlerez ce soir, après moi. Allez, my good fellow, vite à la BBC, je vais donner les ordres. Ah, mais attention, dans votre appel, vous ne devez pas appeler Pétain un traître. Ça, Lord Halifax, il ne veut pas, et il a raison. Je suis bien d'accord. J'ai mon père au téléphone. Mon général, je vous présente une amie d'enfance, Elisabeth de Miribel. Elle a accepté de nous servir de secrétaire. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. J'ai aussi trouvé une machine à écrire. Bien, très bien. Vous savez vous en servir, au moins. Non, enfin, d'un doigt, j'y arrive à peu près. Vous n'êtes pas secrétaire, alors? Non, je suis documentaliste attachée à la mission économique à Londres. Geoffroy ne vous l'a pas dit? Ah, ça, Geoffroy ne me dit pas tout. Eh bien, vous ferez ça d'un doigt. Mais il faudra patienter un peu, mon texte n'est pas prêt. Je vous remercie, mademoiselle. Ah, Courcelles, tirez-moi la ligne de téléphone jusqu'à la chambre. Et trouvez-moi des cigarettes. Françaises, de préférence. Vous ne m'aviez pas dit que c'était un ours? Ça, tenez à portée de lui. Non, non, allez-y, vous. Voyons, ma bête, il va pas vous bouffer. Non. Allez, allez. Quoi? Mon général, c'est... Je dis que je n'étais pas prêt. C'est pour les cigarettes. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour rentrer? Vous voulez pas que je vous porte aussi? Je vous prépare un café? Non, merci. Mais si vous avez du thé? C'est pas le genre de la maison. Voilà. Courcelles, vous connaissez mes fêtes de mouche. Vous l'aiderez à me déchiffrer. Nous partons dès que c'est prêt. Très bien. We have Studio 4B down here that's free, but only for half an hour. Will that do? Ce studio est libre pour une demi-heure seulement. Il faudrait savoir si cela vous suffit. Largement. That's fine. Good. Right. Well, I suggest we make a little announcement about your speech in French at 8:15, just before the Prime Minister's speech. Then we'll broadcast it right after him at 10 p.m. Votre discours sera annoncé dans l'émission française de 20h15, puis diffusé dans la suivante à 22h. En attendant, Churchill doit refaire son discours de cet après-midi à la Chambre des communes. D'accord. Good. Well, this gentleman will take care of you. If you'd like to come this way. Please. Just like to sit down here. S'il vous plaît, Général, j'ai besoin de quelques mots. Vous parlez, c'est pour la sonorité. La France, qui depuis de nombreuses années... That's good, very good. Vous pouvez parler comme vous voulez. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement.
Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. C'était magnifique, mon général. Merci. Regardez qui est là. Yes, right away. Halifax. Ça sent mauvais, Courcelles. Ah, there you are. Je suis désolé, général. C'est un très bon discours, mais je ne peux pas l'accepter dans l'état. Votre Premier ministre lui-même l'a autorisé. Il l'a lu? Non, mais il me fait confiance, lui. Dans ce cas, c'est à lui qu'il faut demander. Il sera là vers 20h. Mais moi, je dis non. Il se fout de ma gueule, celui-là. Si Spears avait été là, il vous aurait soutenu, lui. Halifax complote dans notre dos. Peut-être même dans celui de Churchill. En vérité, il est d'accord avec Pétain. Il veut la pause. Que la France signe un armistice. Ça l'arrange. Ce sont des suppositions, mon général. Bon, bien sûr, il ne parle pas ouvertement de paix avec l'Allemagne. Son terme à lui, c'est une politique d'appeasement. Je ne serais pas solidaire de ces euphémismes. Votre discours parle pour vous. Mon discours, comme on dit dans le Midi, des paroles verbales. Autant labourer la mer. Avez-vous Ah, mon général. C'est indigne, monsieur le Premier ministre. Votre secrétaire au Foreign Office vient de refuser la diffusion de mon appel aux Français. Chez vous, donc, un ministre a toute liberté de revenir sur les décisions de son patron. On n'allume pas le cigare avec une briquet de Gaulle. Mais si j'ai rien d'autre, merci. Lord Halifax m'a lu le texte de votre appel au téléphone. C'est un très bon texte. Mais il y a des fautes, des petits problèmes. Mon cher de Gaulle, j'ai 66 ans et vous avez 50. 49. 49, all right. Avec ces 17 ans de différence, j'ai appris que les choses sont jamais simples en politique. Il faut souvent, comment vous dites déjà, mixer, mélanger. Composer. Ah, composer, yes, that's right, comme la musique. Il faut composer avec les adversaires pour arriver au résultat. Je veux dire, au bon résultat. La peinture, c'est pareil, il faut composer les couleurs, plusieurs, ensemble, vous comprenez. Lord Halifax est une grande patriote, comme moi, comme vous. Mais on peut tous être des patriotes et pourtant pas avoir les mêmes idées. Eh bien, Lord Halifax n'est pas d'accord avec 2 points dans votre appel. Il est hors de question que je soumette mon texte à une quelconque censure. Oh, stop it, de Gaulle! Stop it! Finissez avec cette raideur militaire. J'avais tort de vous mettre en colère. Why?
Parce que vous devenez tout rouge. Et qu'après 50 ans, il faut faire attention. Non, mais sérieusement, De Gaulle, il faut être plus souple, plus politique. Je ne suis pas un politique. Eh bien, il faudra vous apprendre. Et en politique, la première leçon, c'est... il faut savoir danser. Hein? Comme ça. Hein? Léger. Léger. Allons, connétable. Fais plaisir à ce bon vieux Lord Halifax. C'est un brave garçon, you know. Il sera content si vous faites une petite phrase, quelque chose comme... le gouvernement français n'acceptera pas les conditions déshonorantes. Il croit encore à Pétain, lui. Qu'est-ce que ça change pour vous, hein? Ce n'est pas pour moi que ça change quelque chose, c'est pour la France. Vous n'êtes pas la France, De Gaulle. Ah bon? Alors pourquoi discutez-vous avec moi? Non. For the moment, just for the moment, n'appelez que les militaires à vous rejoindre. Just for the moment, you understand? Ça rassurera tout le monde. La France n'est pas faite que de militaires. Thank God. Heureusement. Mais les civils, c'est pour après. Vous aurez le temps de vous présenter comme le chef de la France. Allons, mon ami. Qu'est-ce qui est important le plus, hein? Que vous parlez, non? Je ne cherche qu'à être honnête. C'est une belle chose d'être honnête. Mais c'est encore une plus belle chose d'avoir raison. Le gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions honorables il pourrait cesser le combat. Il a déclaré, en outre, que la lutte devait continuer si ces conditions étaient contraires à l'honneur, à la dignité et à l'indépendance de la France. Nous avons été surpris et submergés par la force mécanique, la tactique de l'ennemi. Mais il y a malgré tout des raisons d'espérer. Croyez-moi, rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent nous apporter la victoire. La France n'est pas seule. La France n'est pas seule. La France n'est pas seule. Elle peut faire bloc avec la Grande-Bretagne et disposer d'immenses réserves. La guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Toutes les fautes qui ont été commises n'empêcheront pas qu'un jour l'ennemi sera écrasé. Cela pourra se faire grâce à une force mécanique supérieure encore. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent actuellement en Grande-Bretagne à se mettre en rapport avec moi. Ceci vaut également pour les ingénieurs et ouvriers spécialistes de l'armement qui se trouvent déjà en Grande-Bretagne ou qui viendraient à s'y trouver. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Thank you. That was very good.